on va faire une application numérique de toutes les théories qu'on a posées tantôt. Pour cela, on va considérer un puits de 40 cm de diamètre avec une base élargie de 60 cm qui est installée à une profondeur de 14 mètres dans un sol. Pour ce sol, on a réalisé un essai CPT. Les résultats de cet essai sont présentés dans ce tableau qui suit dans notre diapositive. Donc, on donne l'évolution du tableau de la résistance à la pointe QC et aussi de la résistance au frottement latéral QST en fonction de la profondeur depuis la surface du sol jusqu'à une profondeur de 17,8 mètres. Voici le tableau où se trouvent les résultats de l'essai CPT. On connaît le diamètre du puits qui est de 40 cm ou bien 0,4 m. Le diamètre de la base élargie qui est de 60 cm ou bien de 0,6 m. On doit délimiter les couches, on va posséder tantôt, c'est-à-dire les couches qui ont une influence sur la capacité portante du puits. Ces couches, pour délimiter ces couches, on a besoin de connaître la valeur de 0,75D, de 3,75D et de 8D. Donc, on a calculé ces valeurs. 0,75D est égal à 30 cm ou 0,30 m. 3,75D est égal à 1,5 m et 8D est égal à 3,2 m. Donc, à partir de ça, on peut définir des limites de sol pour concentrer nos calculs. La première limite, c'est la limite inférieure qu'on ne va pas dépasser. Pour calculer cette limite, on va prendre la profondeur de la base du puits et on va y ajouter 3,75D. On trouve que cette profondeur limite se trouve à 15,5 mètres dans le sol. On a besoin aussi de connaître la limite supérieure qu'on ne va pas dépasser. Donc, pour calculer cette limite, on soustrait de la profondeur de base du puits la valeur 8D. Donc, on trouve que cette limite supérieure se trouve à 10,8 mètres dans le sol. Maintenant qu'on a défini la limite des couches qui nous intéressent, on peut procéder au calcul et des paramètres qui vont nous permettre d'obtenir DG. DG qui est bien sûr la résistance de rupture à la base unitaire du puits. Pour faire ce calcul, on doit d'abord déterminer DGI. DGI qui est égal à la moyenne arithmétique de DNGI1 et DNGI2. Comme on avait défini DNGI1, on va dans ce cas prendre successivement la moyenne des résistances à la pointe prélevée lors de l'essai. Donc, pour cela, on va calculer cette moyenne sur plusieurs couches. D'abord, entre 14 mètres et 14 mètres plus 0,75D, soit 14 mètres plus 0,3 mètres qui donne 14,3 mètres. Entre 14 mètres et 14,4 mètres, entre 14 mètres et 14,6 mètres, jusqu'à parvenir à l'intervalle 14 mètres, 15,5 mètres. Pourquoi à partir du troisième intervalle y a-t-il ce bond de 0,2 mètres? Donc, étant donné que les résultats de CPT qu'on a dans le tableau, on donne la résistance à la pointe sur chaque 20 cm, on considère aussi la distance intermesure de 25 cm. Entre 14 mètres et 14,3 mètres, on a deux mesures. Une mesure à 14 mètres, une mesure à 14,2 mètres. Et pour calculer des NGI1, on utilise la formule qu'on a vue tantôt. Donc, à partir de cette formule, on voit que le calcul à faire, c'est de prendre la moitié de la première mesure, la moitié de la deuxième mesure, et ainsi de les diviser par le nombre de mesures moins 1, ce qui nous donne 27 mégapascal. On fait pareil pour le deuxième intervalle. On voit qu'il y a trois mesures, l'un à 14 mètres, l'autre à 14,2 mètres, le dernier à 14,6 mètres. On obtient 27 mégapascal comme DNGI1. En troisième lieu, on obtient 18 mégapascal. Ensuite, on obtient 11,3 pascal. On remarque que les valeurs de DNGI1 décroissent puisque on a besoin de la plus petite valeur. Donc, on peut directement aller vers le dernier intervalle et calculer DNGI1 et prendre cette valeur. Dans ce cas, DNGI1 est égal à 4,7 mégapascal.
Maintenant qu'on connaît DNGI1, il nous faut trouver DNGI2. Dans le cas qui nous intéresse, le calcul de DNGI2 est assez simple, puisque entre 14 mètres et 15,5 mètres, la valeur de la résistance à la pointe est constante et elle est égale à 27 mégapascales. Donc, dans ce cas, on voit que DNGI2 est égal à 27 mégapascales. Aussi simple que ça. C'est le minimum. En fin de compte, on trouve que DGI est égal à la moyenne des paramètres qu'on a calculé tantôt. Donc, c'est égal à 4,7 mégapascales plus 27 mégapascales sur 2 qui nous donne 15,8 mégapascales. Avant de calculer DGS, je suis tout de même à préciser qu'il n'y a pas d'erreur de calcul, étant donné qu'on a arrondi au dixième, donc il y a des chiffres après la virgule qui ne sont pas apparus dans les résultats qu'on a présentés. Maintenant, pour le calcul de DGS, on va prendre la course située entre 14 mètres et 10,8 mètres. Il faut faire la moyenne de toutes les valeurs avalées sur une KDI obtenue en éliminant toutes les valeurs de la résistance à la pointe qui sont plus grandes que celles qui les précèdent lorsqu'on parcourt le diagramme à partir de la base du cube. Donc, la première valeur considérée étant la plus petite valeur trouvée entre 14 mètres et 15,5 mètres. Entre 12 mètres et 15,5 mètres, on voit que la valeur de la résistance à la pointe est constante. Elle est égale à 27 mégapascales. À partir de 11,8 mètres, la résistance à la pointe prend une autre valeur. Cette valeur est de 7 mégapascales. Cette valeur est constante jusqu'à 10,8 mètres. Il faut remarquer aussi qu'entre 12 et 14 mètres, on a fait 11 lectures. Entre 10,8 mètres et 11,8 mètres, on a fait 6 lectures. Pour calculer DGS, on applique la formule. On obtient que DGS est égal à 0,1 mégapascal. Connaissant DGI et DGS, on peut maintenant déterminer DG. DG est égal à la moyenne arithmétique de ces deux valeurs. On connaît ces valeurs, on fait leur moyenne arithmétique, on obtient que DG est égal à 18 mégapascal. On sait que QBR, qui est la résistance du point à la base du puits, qui est égal à alpha B par epsilon B par DG par AB. Donc, on obtient que QBR est égal à 750 kN. À ce niveau, il nous reste à calculer QFR et QBFR. Donc, d'abord, pour QFR, on n'a pas précisé le diamètre des tubes de cône de pénétration. Mais à travers nos recherches, on a pu remarquer qu'en général, le diamètre est de 35,7 cm. S'il y a des variations, elles n'excèdent pas 4 mm de variation. Donc, on a pris 35,7 cm comme diamètre de référence. On a effectué les calculs. On a obtenu une résistance au frottement latéral égale à 61,2 kN. Dans les données du problème, on ne nous a pas donné la hauteur de la base élargie. Donc, on a fait comme hypothèse que la base élargie a une hauteur égale à 2 mètres. Donc, dans ce cas, on obtiendra QBFR égale à 10,9 kN. Dans notre démarche, on a déjà calculé QBR, QFR et QBFR. Donc, puisqu'on a toutes ces valeurs, il nous empêche de calculer la capacité portante du puits. En ayant toujours les mêmes hypothèses, on trouve que QR est égal à 817,1 kN. D'abord, il faut dire que cette méthode est une méthode empirique. Ensuite, si on reste dans le cadre de puits de dimension usuelle, les valeurs de la capacité portante de rupture déterminées par la méthode LGM ou méthode hollandaise ou méthode Begeman sont assez proches de la réalité. Bien que cela soit appréciable, cela ne nous dispense pas d'effectuer quelques critiques par rapport aux valeurs non usuelles. Faisons d'abord une critique rationnelle. Il y a deux cas simplifiés qui conduisent à des résultats qui ne corroborent pas la réalité. Dans le cas d'un remblai de sable fortement compacté, trouvable à partir d'un mètre de profondeur, on peut obtenir des valeurs de capacité portante supérieures à 10 mégapascales. Pour des puits de grand diamètre, cette mesure est fortement accentuée. Dans le cas aussi d'une épaisse couche de vase caractérisée par QC égale à 0 mégapascal,
des irrégularités apparaissent vis-à-vis des valeurs de capacité portantes. Maintenant, en confrontant avec les résultats expérimentaux, on voit que si on applique la méthode LGM à des puits faiblement enterrés, on obtient des valeurs de résistance supérieures aux valeurs réelles. Il faut donc être prudent en utilisant cette méthode car elle peut se montrer peu sécuritaire. Pour réaliser ce travail, voici les documents que l'on a consultés et que vous pouvez consulter pour de plus d'informations. Merci pour votre attention.